Notre histoire avait commencé dans un éclat de rire, un malentendu anodin lors d'une soirée entre amis communs. Lui, Antoine, avec son charme désinvolte et son humour un peu caustique, avait fait une remarque sur mon style vestimentaire que j'avais pris pour une moquerie. Ma réponse, cinglante et immédiate, avait surpris tout le monde, y compris lui. Au lieu de s'offusquer, il avait éclaté de rire, un rire franc et contagieux qui avait désamorcé la situation en un instant. C'est ainsi qu'avait débuté une relation qui, au fil des mois, s'était transformée en quelque chose de profond, d'intense, quelque chose que je croyais indestructible. Antoine était un homme brillant, ambitieux, avec une énergie débordante qui entraînait tout sur son passage. Il avait une vision claire de sa vie, de ses objectifs professionnels, et il travaillait sans relâche pour les atteindre. J'admirais sa détermination, son intelligence vive, sa capacité à transformer ses rêves en réalité. Il était mon opposé en bien des points, plus extraverti, plus impulsif, plus aventureux. Mais cette différence, loin de nous éloigner, semblait nous compléter. Il m'apportait une légèreté, une spontanéité qui me manquait parfois, et je lui offrais en retour une stabilité, une réflexion plus posée. Notre relation s'était construite sur des bases solides, une attraction mutuelle évidente, des conversations passionnantes qui duraient des heures, un respect profond pour nos individualités. Nous partagions nos espoirs, nos peurs, nos réussites, nos échecs. Nous avions des projets d'avenir, des envies de voyage, l'image d'une vie construite à deux, où chacun soutenait l'autre dans ses ambitions. J'étais heureuse, d'un bonheur serein et confiant, persuadée d'avoir trouvé en Antoine l'homme de ma vie. Nous avions célébré nos 2 ans ensemble par un voyage romantique à Venise. Les gondoles sur les canaux, les dîners aux chandelles, les promenades main dans la main à travers les ruelles pittoresques. Tout était parfait. Antoine m'avait offert une bague, une simple bande d'argent gravée de nos initiales entrelacées. Ce n'était pas une demande en mariage formel, mais pour moi, c'était une promesse, un engagement tacite pour un avenir à deux. J'avais pleuré de joie, submergé par l'émotion. De retour de Venise, notre quotidien avait repris son cours, mais avec une nouvelle dimension, une profondeur accrue. Nous parlions de mariage, d'enfants, de la maison que nous achèterions un jour. Nos projets semblaient concrets, imminents. J'étais impatiente de construire cette vie avec lui, de partager chaque moment, chaque étape. Pourtant, avec le recul, je me souviens de ces petites dissonances, ces notes discordantes qui auraient dû m'alerter, mais que j'avais choisi d'ignorer, bercé par l'illusion du bonheur parfait. Des absences de plus en plus fréquentes, justifiées par des impératifs professionnels de dernière minute, des silences au téléphone qui s'étiraient, des réponses évasives à mes questions sur ses journées, des messages sur son téléphone que je n'avais pas le droit de lire, des réactions de surprise un peu trop vives lorsque je le prenais inopinément. À chaque fois, je trouvais une explication logique, une raison plausible pour calmer mes inquiétudes naissantes. Je ne voulais pas douter. Je ne voulais pas remettre en question la solidité de notre relation et de notre un soir, alors que nous dînions dans notre restaurant habituel, j'avais remarqué une femme à la table voisine qui le regardait avec insistance. Elle était élégante, sophistiquée, et son regard avait une intensité qui m'avait mise mal à l'aise. Antoine n'avait pas semblé la remarquer, absorbé par notre conversation. Mais pendant toute la soirée, j'avais senti son regard peser sur nous et un sentiment étrange, un mélange de jalousie et d'appréhension, s'était installé en moi. Les semaines qui avaient suivi avaient été étranges. Antoine était devenu plus distant, plus préoccupé. Il rentrait tard du travail, prétextant des réunions interminables,
Il était moins attentif à mes besoins, moins présent dans nos conversations. J'avais essayé d'en parler avec lui, de comprendre ce qui se passait, mais il m'avait assuré que tout allait bien, que c'était juste une période stressante au travail. J'avais voulu le croire, mais un doute lancinant persistait au fond de moi. Un après-midi, alors que je faisais du rangement dans son bureau, je suis tombé sur un reçu de restaurant que je ne reconnaissais pas. C'était un endroit chic, un peu trop cher pour nos habitudes habituelles. La date et l'heure indiquaient un déjeuner un jour où il m'avait dit avoir mangé un sandwich à son bureau. Le nom d'une autre personne figurait sur le reçu. Une femme. Un nom que je ne connaissais pas. Un nom qui a réveillé toutes mes angoisses. J'avais confronté Antoine ce soir-là. Il avait d'abord nié, puis il avait fini par avouer. Il m'avait dit que c'était une simple relation professionnelle, un déjeuner de travail sans importance. Mais ses yeux fuyants, son ton hésitant, ne m'avaient pas convaincu. Je sentais qu'il me cachait quelque chose de plus grave. Les jours suivants avaient été un enfer. La confiance était brisée, les doutes me rongeaient. Je passais mes nuits à pleurer, à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi il me mentait. J'avais l'impression que notre belle histoire était en train de s'effondrer sous mes yeux. Un soir, alors qu'il était sous la douche, son téléphone avait sonné. Un message. Le nom qui s'était affiché sur l'écran a fait l'effet d'un coup de poignard. C'était le nom qui figurait sur le reçu du restaurant. J'ai hésité un instant, puis j'ai pris son téléphone. Le message était court, mais il disait tout. Hâte de te revoir ce soir. Tu me manques. Le prénom de la femme suivait. Un prénom qui n'était pas celui d'une collègue. À cet instant précis, mon monde s'est écroulé. La vérité était là, brutale et sans appel. Antoine me trompait. Et ce n'était pas une simple aventure sans importance. C'était une véritable relation. La douleur qui m'a envahi à cet instant était indescriptible. Une déchirure profonde. Une blessure à vif qui allait laisser des cicatrices indélébiles. Je lui ai fait regretter d'être né. La découverte de la trahison d'Antoine avait été un choc d'une violence inouïe. Pendant les jours qui avaient suivi, j'avais oscillé entre la douleur lancinante, la colère froide et un sentiment de vide abyssal. Je revivais sans cesse la scène du message sur son téléphone, les mots brûlants qui avaient confirmé mes pires craintes. La confiance, le socle sur lequel j'avais construit notre relation, était anéanti. Tout ce que je croyais vrai s'était révélé être un mensonge. Antoine avait essayé de se justifier, de minimiser la situation, de me faire croire que ce n'était qu'une erreur, une faiblesse passagère. Il m'avait supplié de lui pardonner, me promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais ces paroles sonnaient creuses, dépourvues de toute sincérité. Comment pouvais-je croire un homme qui m'avait menti droit dans les yeux pendant des semaines ? Comment pouvais-je effacer l'image de ce message, preuve tangible de sa duplicité ? Je m'étais renfermé sur moi-même, incapable de communiquer, de partager ma souffrance. Mes amis avaient essayé de me réconforter, de me soutenir, mais leurs paroles bienveillantes ne parvenaient pas à apaiser la tempête qui faisait rage en moi. Je me sentais trahi, humilié, bafoué dans ce que j'avais de plus précieux. Au fil des jours, la douleur avait commencé à se transformer en une rage sourde, une soif de justice. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Il m'avait brisé, il avait détruit notre avenir, et il devait en payer le prix. L'idée de la vengeance avait germé dans mon esprit, d'abord comme une vague et indistincte, puis de plus en plus précise, de plus en plus obsédante. Je voulais qu'il souffre autant que j'avais souffert, qu'il comprenne l'étendue de sa perte. J'avais commencé à observer Antoine avec une attention nouvelle, scrutant ses moindres faits et gestes, analysant ses paroles. Je voulais comprendre comment il avait pu me faire ça, ce qui l'avait poussé à me trahir.
Je voulais aussi identifier ses faiblesses, ses points sensibles, les domaines où je pourrais le blesser le plus. Il était très attaché à son travail, à sa carrière. Il avait passé des années à gravir les échelons dans son entreprise et il était sur le point d'obtenir une promotion importante, celle dont il rêvait depuis toujours. Je savais que c'était là que je devais frapper. Sa carrière était sa fierté, son accomplissement, la pierre angulaire de son identité. Si je pouvais détruire ça, je savais que je l'atteindrais au plus profond de lui-même. J'avais commencé à me renseigner discrètement sur son travail, sur ses projets en cours, sur ses relations professionnelles. J'avais utilisé mes propres contacts, mes propres connaissances pour recueillir des informations. J'avais découvert des rumeurs, des bruits de couloir concernant certaines pratiques douteuses au sein de son entreprise. Rien de concret, mais suffisamment pour éveiller mon intérêt. Plus j'en apprenais, plus ma colère grandissait, mais plus mon plan de vengeance se précisait. Je voulais le démasquer, révéler sa véritable nature au grand jour, détruire l'image de perfection qu'il s'était construite avec tant de soin. Je voulais qu'il regrette amèrement le jour où il était né. J'avais passé des nuits entières à élaborer mon plan, à réfléchir à chaque détail, à anticiper chaque réaction. Je voulais que ma vengeance soit méthodique, implacable, qu'elle le frappe là où il ne s'y attendrait pas. Je voulais qu'il ressente la même humiliation, la même douleur que celle qu'il m'avait infligée. J'avais contacté d'anciens collègues de travail d'Antoine, des personnes qui avaient eu des différends avec lui par le passé. Certains étaient rancuniers et n'avaient pas hésité à me fournir des informations supplémentaires, des anecdotes compromettantes sur son comportement au travail. J'avais également créé de faux profils sur les réseaux sociaux et j'avais commencé à diffuser des rumeurs, des insinuations sur son compte professionnel, en veillant à rester anonyme et indétectable. Je savais que je prenais des risques, que mes actions pourraient avoir des conséquences pour moi aussi. Mais la douleur de sa trahison était si forte qu'elle éclipsait toute autre considération. J'étais déterminé à aller jusqu'au bout, à lui faire payer le prix de sa perfidie. Pendant ce temps, Antoine continuait à essayer de me contacter, m'envoyant des messages pleins de remords, me laissant des appels auxquels je ne répondais pas. Il se présentait parfois devant mon appartement, me suppliant de le laisser entrer, de lui parler. Mais je restais inflexible, retranché derrière ma douleur et ma colère. Je ne voulais plus entendre ces mensonges, ces excuses bidons. La confiance était définitivement rompue. Un soir, il avait insisté tellement que j'avais fini par ouvrir la porte. Il était là, le visage défait, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il m'avait supplié de lui donner une seconde chance, me promettant qu'il changerait, qu'il ferait tout pour regagner ma confiance. J'avais écouté ses paroles sans émotion, le cœur froid et distant. Je ne ressentais plus rien pour lui, si ce n'est du mépris et du dégoût. « Il est trop tard, Antoine », lui avais-je dit d'une voix calme mais ferme. « Tu as brisé quelque chose d'irréparable. Je ne peux plus te faire confiance. Notre histoire est terminée. » Il avait essayé de protester, de me supplier encore, mais j'avais refermé la porte au nez. Je savais que c'était la bonne décision. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas pardonner une telle trahison. Mon seul objectif désormais était de mettre à exécution mon plan de vengeance, de lui faire regretter amèrement le jour où il m'avait rencontré. Je voulais qu'il souffre, qu'il perde tout ce qui comptait pour lui, comme il m'avait fait souffrir et comme il m'avait fait perdre mes illusions. Je voulais qu'il se souvienne de moi chaque jour de sa vie, comme la femme qu'il avait perdue et qui lui avait fait payer le prix de sa trahison. Ma détermination était sans faille. J'allais lui faire regretter d'être né. Mon plan de vengeance se précisait de jour en jour. J'avais rassemblé suffisamment d'informations compromettantes sur Antoine et son entreprise pour pouvoir agir efficacement. Les rumeurs que j'avais lancées anonymement sur les réseaux sociaux commençaient à faire leur chemin,
suscitant des interrogations et des soupçons au sein de son entreprise. Je savais que le terrain était fertile pour une intervention plus directe. J'avais pris contact avec un journaliste d'investigation que j'avais rencontré lors d'une soirée il y a quelques années. Il était réputé pour son intégrité et sa ténacité à dénicher les scandales. Je lui avais exposé la situation en lui fournissant les informations et les documents que j'avais recueillis. Au début, il avait été prudent, mais au fur et à mesure que je lui dévoilais les détails, son intérêt avait grandi. Il avait senti le potentiel d'une histoire explosive. Nous avions convenu de travailler ensemble, en étroite collaboration. Je lui fournissais les informations et les contacts nécessaires, et il menait son enquête de son côté, vérifiant les faits et recoupant les témoignages. Je savais que je prenais un risque en impliquant une tierce personne, mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. La vengeance était devenue ma seule obsession. Pendant ce temps, la situation professionnelle d'Antoine semblait devenir de plus en plus tendue. Les rumeurs se faisaient plus insistantes. Des enquêtes internes avaient été lancées au sein de son entreprise. Je suivais les événements de loin, savourant secrètement ses difficultés. Je savais que mes actions commençaient à porter leurs fruits. Un jour, j'avais reçu un appel du journaliste. Il avait des nouvelles importantes. Son enquête avait révélé des malversations financières importantes au sein de l'entreprise d'Antoine, impliquant des sommes considérables et des pratiques illégales. Il avait des preuves concrètes, des documents accablants qui pourraient mettre en péril la carrière d'Antoine, voire même avoir des conséquences judiciaires. Mon cœur avait bondi de satisfaction. Mon plan fonctionnait au-delà de mes espérances. J'étais sur le point de détruire la vie professionnelle d'Antoine, de le priver de tout ce qui comptait pour lui. L'idée ne me causait aucun remords. Au contraire, elle me procurait un sentiment de puissance, de justice. Il allait enfin payer pour sa trahison. Le journaliste m'avait demandé si j'étais prête à rendre l'histoire publique. Il avait besoin de mon accord pour publier les informations. J'avais hésité un instant. Une part de moi se demandait si j'allais trop loin, si je ne risquais pas de regretter mes actions. Mais la douleur de sa trahison était toujours présente, vive et intense, et elle avait balayé tous mes doutes. J'avais donné mon accord. L'article était paru quelques jours plus tard, faisant l'effet d'une bombe dans le milieu professionnel d'Antoine. Les révélations étaient explosives, les accusations graves. Le nom d'Antoine était cité à plusieurs reprises, le présentant comme l'un des principaux responsables de ces malversations. Les conséquences avaient été immédiates. Antoine avait été suspendu de ses fonctions, une enquête judiciaire avait été ouverte et sa réputation avait été sérieusement compromise. J'avais suivi les événements avec une satisfaction froide et calculée. Je savais que sa carrière était ruinée, que ses ambitions étaient brisées. Je lui avais fait regretter d'être né. Pourtant, au milieu de cette satisfaction, un sentiment étrange avait commencé à naître en moi, un vide, une sorte de tristesse amère. J'avais obtenu ma vengeance, j'avais détruit la vie d'Antoine comme il avait détruit la mienne. Mais au fond de moi, je savais que cela ne me rendrait pas mon bonheur, que cela ne comblerait pas le vide qu'il avait laissé dans ma vie. J'avais passé des mois à me concentrer sur ma vengeance, à nourrir ma colère et ma rancœur. J'avais cru que cela me soulagerait, que cela me permettrait de tourner la page. Mais en réalité, cela m'avait enfermé dans un cycle de négativité et de souffrance. Je m'étais isolé de mes amis, de ma famille. J'avais négligé mes propres besoins, mes propres envies. La vengeance était devenue ma seule raison de vivre. Et maintenant qu'elle était accomplie, je me sentais perdu, désorienté. J'avais reçu quelques messages d'Antoine après la publication de l'article. Des messages pleins de colère, de reproches, m'accusant d'avoir ruiné sa vie. Je n'avais pas répondu. Je ne voulais plus avoir aucun contact avec lui. Un soir, j'avais croisé une de nos amies communes. Elle m'avait regardé avec un mélange de tristesse et de reproches. Elle m'avait dit qu'Antoine était dévasté, qu'il avait tout perdu, son travail, sa réputation, ses amis.
Elle m'avait demandé si je ne pensais pas que j'étais allé trop loin. Ces paroles m'avaient fait réfléchir. Avais-je vraiment agi de la bonne manière? La vengeance m'avait-elle apporté la satisfaction que j'espérais? Ou m'avait-elle seulement laissé plus amère et plus vide? Je n'avais pas de réponse claire à ces questions. J'étais tiraillé entre le sentiment d'avoir rendu justice et le regret d'avoir cédé à la haine. Je savais que j'avais fait regretter à Antoine d'être né, mais à quel prix? Et pour quel résultat final? Les semaines qui avaient suivi la chute d'Antoine avaient été étranges. D'un côté, je ressentais une certaine satisfaction à le savoir souffrir, à le voir payer le prix de sa trahison. J'avais atteint mon objectif, je lui avais fait regretter d'être né. Mais d'un autre côté, un vide immense s'était installé en moi. La vengeance que j'avais tant désirée ne m'avait pas apporté la paix intérieure que j'espérais. Au contraire, elle m'avait laissé avec un goût amer dans la bouche, un sentiment de gâchis et de culpabilité. Je repensais souvent à notre histoire, aux bons moments que nous avions partagés. Malgré sa trahison, je ne pouvais pas nier qu'il y avait eu de l'amour entre nous, une complicité, des rires partagés. Ces souvenirs que j'avais tenté d'effacer de ma mémoire revenaient sans cesse, me rappelant ce que nous avions eu et ce que nous avions perdu. Je me demandais si j'avais agi par justice ou par pure vengeance. La ligne était floue et je n'étais pas sûr de la réponse. Avais-je vraiment rendu le monde meilleur en détruisant la vie d'Antoine? Avais-je guéri ma propre blessure en lui infligeant une souffrance similaire? Je n'en étais pas convaincu. La vengeance m'avait donné l'illusion d'avoir le contrôle, de pouvoir réparer ce qui avait été brisé. Mais en réalité, elle m'avait enfermé dans un cycle de haine et de négativité, m'empêchant de guérir et de tourner la page. J'avais passé tellement de temps à me concentrer sur Antoine, sur sa chute, que j'en avais oublié de prendre soin de moi. J'avais négligé mes amis, ma famille, mes passions. J'avais vécu dans l'obsession de la vengeance, et maintenant que cet objectif était atteint, je me sentais perdu, sans but. Je réalisais que j'avais sacrifié une partie de moi dans cette quête de justice, et le prix à payer était plus élevé que je ne l'avais imaginé. J'avais décidé de m'éloigner de tout ce qui me rappelait Antoine. J'avais quitté notre appartement, j'avais changé de travail. J'avais même envisagé de déménager dans une autre ville. J'avais besoin de prendre de la distance, de me reconstruire loin de son ombre. J'avais commencé à consulter un thérapeute. J'avais besoin d'aide pour comprendre mes émotions, pour surmonter ma colère et ma tristesse. Les séances m'avaient permis de prendre du recul par rapport à cette histoire, de la voir sous un nouvel angle. J'avais compris que la trahison d'Antoine en disait plus sur lui que sur moi. Elle révélait ses propres faiblesses, ses propres insécurités. Petit à petit, la colère avait commencé à s'apaiser, laissant place à une forme de tristesse mélancolique. Je ne ressentais plus la haine intense que j'avais éprouvée au début. J'avais commencé à accepter que notre histoire était terminée, qu'il était temps de passer à autre chose. Un jour, j'avais reçu un message d'une amie commune. Antoine allait mal. Il avait perdu son procès. Il avait des problèmes financiers importants. Et il était isolé. Elle m'avait demandé si je voulais bien lui parler, juste pour savoir comment il allait. J'avais hésité longuement. Une part de moi avait envie de l'ignorer, de le laisser assumer les conséquences de ses actes. Mais une autre part, plus douce et plus humaine, me poussait à accepter. Après tout, nous avions partagé une partie de nos vies, et malgré sa trahison, je ne pouvais pas rester insensible à sa souffrance. J'avais accepté de le rencontrer dans un café neutre, un endroit où nous n'avions jamais été ensemble. Lorsque je l'avais vu, j'avais été frappé par son apparence. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il semblait avoir pris 10 ans en quelques mois. Nous avions parlé pendant des heures. Il m'avait raconté ses difficultés, ses regrets. Il avait reconnu ses erreurs. Il s'était excusé sincèrement pour la douleur qu'il m'avait causée. J'avais écouté ses paroles sans amertume,
sans triomphe. Je ne ressentais plus la colère qui m'avait animé autrefois. À la fin de notre conversation, il m'avait regardé droit dans les yeux et il m'avait dit « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais te dire que je regrette tout. Je regrette de t'avoir perdu. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. » Ces paroles m'avaient touché. Peut-être qu'au fond de lui, il avait compris l'étendue de sa trahison. Peut-être qu'il avait lui aussi tiré des leçons de cette histoire. Je lui avais souri tristement. La vie continue, Antoine. Nous devons tous les deux avancer. Nous nous étions quittés sur ces mots, sans promesse de nous revoir. En rentrant chez moi, j'avais ressenti une étrange sensation. Un mélange de soulagement et de mélancolie. J'avais obtenu ma vengeance, mais cela ne m'avait pas apporté le bonheur que je cherchais. Peut-être que la véritable vengeance n'était pas de faire souffrir l'autre, mais de se reconstruire soi-même, de retrouver la paix et la sérénité. J'avais fait regretter à Antoine d'être né, mais j'avais aussi compris que la haine et la rancœur ne faisaient que nous consumer de l'intérieur. Il était temps de laisser aller le passé, de me pardonner et de me tourner vers l'avenir. La véritable victoire n'était pas dans sa souffrance, mais dans ma propre guérison. Le temps, ce maître impitoyable, avait continué son œuvre. Les mois s'étaient transformés en années, et la douleur de la trahison d'Antoine s'était estompée, laissant derrière elle une cicatrice certes visible, mais moins douloureuse. J'avais reconstruit ma vie avec patience et détermination, en me concentrant sur mes passions, mes amis, ma famille. J'avais appris à me connaître davantage, à identifier mes besoins et mes limites, à m'aimer et à me respecter. J'avais rencontré d'autres hommes, j'avais vécu de nouvelles histoires. Certaines avaient été brèves, d'autres plus significatives, mais aucune n'avait ravivé la douleur de ma première blessure. J'avais abordé ces nouvelles relations avec plus de prudence, mais aussi avec une plus grande confiance en moi. J'avais appris que la fin d'une histoire n'était pas la fin du monde et que l'on pouvait toujours se relever et aimer à nouveau. Un jour, alors que je me promenais dans un parc que nous fréquentions souvent avec Antoine, je l'avais aperçu assis sur un banc, seul. Mon cœur avait fait un bond, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, plutôt une vague de souvenirs doux amers. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient plus clairsemés et son visage portait les marques du temps et des épreuves. J'avais hésité un instant, puis j'avais décidé de m'approcher. Il m'avait vu et s'était levé, un sourire timide sur les lèvres. Nous avions parlé pendant quelques minutes, de manière cordiale et distante. Il m'avait raconté sa vie après notre séparation, les difficultés qu'il avait rencontrées pour reconstruire sa carrière, les leçons qu'il avait apprises. Il semblait sincèrement regretter ses actions passées. Je l'avais écouté sans amertume, sans rancœur. La colère que j'avais ressentie autrefois avait disparu, remplacée par une forme de compassion. Je voyais en lui un homme blessé, qui avait commis des erreurs et qui en avait payé le prix. Avant de partir, il m'avait regardé droit dans les yeux et il m'avait dit « Je suis content de te voir heureuse, Léa. Tu le mérites. J'espère que tu as trouvé la paix. » Ces paroles m'avaient touché. Je crois qu'à cet instant, j'avais enfin compris que ma vengeance n'avait pas été vaine. Elle lui avait fait prendre conscience de la douleur qu'il m'avait infligée et elle l'avait forcé à se remettre en question. Mais surtout, elle m'avait permis de me libérer de la haine et de la rancœur qui me rongeaient. Je lui avais souri sincèrement. J'ai trouvé la paix, Antoine. Et j'espère que toi aussi tu la trouveras un jour. Nous nous étions quittés sur ces mots avec une forme de respect mutuel. En le regardant s'éloigner, j'avais ressenti une profonde sérénité. Cette rencontre, que j'aurais redoutée autrefois, m'avait permis de mesurer le chemin parcouru. J'étais enfin libre, complètement libre du passé. La vengeance ne m'avait pas apporté cette liberté. C'était le temps, le pardon et le travail sur moi-même qui m'avaient permis de guérir et de me reconstruire. J'avais appris que la meilleure vengeance est de se choisir soi-même,
de se reconstruire plus fort et plus heureux après avoir traversé la douleur. Cette expérience m'avait appris la fragilité de la confiance, la complexité des relations humaines et la force de résilience qui sommeille en chacun de nous. J'avais cru que la trahison d'Antoine m'avait brisée, mais en réalité, elle m'avait rendue plus forte. J'avais surmonté l'épreuve, j'avais guéri mes blessures, j'avais reconstruit ma vie. Aujourd'hui, je regarde en arrière sans amertume, mais avec une certaine lucidité. Cette histoire fait partie de mon passé. Elle a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et même si je ne souhaiterais à personne de vivre une telle trahison, je sais que j'en suis ressorti grandi. La vengeance n'est jamais la réponse. Elle ne fait qu'engendrer plus de souffrance et nous enfermer dans un cycle de négativité. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à pardonner, à nous relever après les épreuves, à choisir le chemin de la guérison et du bonheur. Je lui ai fait regretter d'être né, c'est vrai. Mais au final, c'est moi qui ai appris la leçon la plus importante. La haine ne détruit que celui qui la porte. La véritable victoire est de se libérer de la rancœur et de se construire une vie pleine de sens et de bonheur. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi la paix et la sérénité plutôt que la haine et la vengeance. Et c'est là ma véritable victoire. La fin de cette histoire n'est pas celle d'une vengeance, mais celle d'une libération et d'une renaissance. Mon cœur, autrefois brisé, battait à nouveau, rempli d'espoir et d'amour pour l'avenir.